Alors, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du dossier de candidature que nous sommes en train de réaliser avec différents partenaires, avec l'ATG, la DEFIL, la FFAP et la CNEP sur le timbre gravé en taille douce. Alors, qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel? Donc, le patrimoine culturel immatériel, c'est une nouvelle catégorie de patrimoine qui a été adoptée par l'UNESCO en 2003. Donc, c'est une catégorie de patrimoine qui est récent. Dans les images que vous pouvez voir à l'écran, les trois images du haut, du coup, sont des patrimoines culturels et des patrimoines culturels, naturels, pardon, qui sont les catégories historiques de patrimoine, celles qu'on peut avoir le plus l'habitude de connaître, qui vont valoriser un monument exceptionnel, qui vont valoriser un site naturel exceptionnel ou un patrimoine mixte, un mélange des deux. Face à cela, du coup, en 2003, l'UNESCO crée une nouvelle notion, une nouvelle catégorie de patrimoine qui est complémentaire des patrimoines culturels et des patrimoines naturels, donc le patrimoine culturel immatériel. Vous pouvez voir trois images en bas de l'écran, du coup, qui illustrent des exemples de patrimoine inscrits sur la liste représentative de l'humanité dans la catégorie patrimoine culturel immatériel. Vous avez du coup le tissage en Égypte, le sauna en Finlande et la fête des grenades en Azerbaïdjan. Pardon. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que le patrimoine culturel immatériel, il valorise des pratiques, il valorise des savoir-faire, il valorise des représentations, il valorise des traditions qui vivent par les communautés et par les groupes, du coup, qui les pratiquent. C'est les groupes, c'est les populations, du coup, qui font vivre ce patrimoine. C'est quelque chose qui est vivant, qui est mouvant, qui évolue aussi avec le temps, qui se transmet de génération en génération. Alors, les origines historiques du patrimoine culturel immatériel, rapidement. Le patrimoine culturel tel qu'il était avant 2003, tel qu'il était conçu, du coup, par rapport aux monuments et au patrimoine naturel, c'est quelque chose qui est européen. Dans d'autres pays, comme en Asie ou en Afrique, on va avoir des conceptions du patrimoine qui sont différentes, avec des traditions sur l'oralité et des valorisations des savoir-faire. Comme au Japon, par exemple, où dès 1950, il y a les trésors nationaux vivants japonais, où c'est un artisan qui va porter un savoir-faire particulier, qui va être reconnu comme un trésor national. Ça, c'est des choses qui n'existent pas en France, pas avant 1994, avec la mise en place des maîtres d'art. Du coup, voilà, il y a des choses, que ce soit des pays d'Afrique, des pays d'Asie, qui sont mis en avant par Koichiro Matsuhara, qui est un ambassadeur japonais et qui a été directeur de l'UNESCO dans les années 2000. Et c'est lui qui a du coup fait ratifier la convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel. En France, cette convention va être adoptée en 2006, c'est-à-dire 3 ans après. Alors, quelques exemples d'éléments qui figurent sur la liste d'inventaire française à l'heure actuelle. Il faut comprendre que, voilà, en France, du coup, 2006, et les premiers éléments sont inscrits à partir de 2008. Plusieurs catégories, comme je vous le disais, les traditions, les expressions orales, y compris la langue, comme vecteur de patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances et les pratiques concernant la nature, et enfin la catégorie qui nous intéresse dans le cas du timbre gravé, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Alors, actuellement en France, il y a 487 éléments qui sont inscrits. Il y a une procédure spécifique pour inscrire des éléments sur la liste d'inventaire française. Il faut donc soumettre un dossier. Je vais vous expliquer après exactement comment ça se passe et comment on est en train de le faire avec le timbre gravé. Et vous pouvez voir tous les éléments qui sont inscrits en vous rendant sur le site du ministère de la Culture, où il y a du coup les listes et les fiches associées. Alors, je vais vous proposer de voir quelques éléments qui sont en lien avec le timbre gravé et qui sont pour moi intéressants. Voilà, plusieurs titres. Alors, la gravure héraldique, elle a été inscrite en 2008. Vous pouvez voir que la fiche telle qu'elle est extrêmement succincte. Il n'y a pas de photo. Il y a un seul porteur, une seule personne qui a été rencontrée, un seul artisan, un seul graveur héraldique, alors qu'il en existe plusieurs en France. Donc cette fiche est extrêmement succincte. Elle date de 2008. C'est une des premières qui a été réalisée.
un des premiers éléments inscrits. Maintenant, en 2020, voilà, là vous pouvez voir le savoir-faire des éventaillistes, donc qui a été inscrit en 2020. Et la première page de la fiche, c'est une fiche qui comprend environ une quarantaine de pages et qui met en avant les savoir-faire de 5 artisans éventaillistes. Il y a cette fiche-là que vous voyez, donc cet exemple, c'est le modèle qui a été développé par le ministère de la Culture et c'est le modèle que les personnes souhaitant proposer un savoir-faire pour être inscrits sur la liste d'inventaire française doivent suivre. Juste un petit point, oui, le savoir-faire des ordres. Voilà, quelques images, pardon, je suis désolée. Quelques images donc en lien avec les savoir-faire des éventaillistes. Donc ça, c'est des images qui portent sur Anne Auguet, qui est du coup une des porteuses du savoir-faire, pardon, des éventaillistes. On peut voir les gestes, c'est vraiment un focus sur les mains pour montrer les gestes traditionnels, les gestes qu'elle effectue dans son quotidien, dans l'atelier. Ça, c'est une des fiches qui nous a servi du coup de base pour réaliser le dossier qu'on est en train de monter. Donc, les savoir-faire de la mécanique horlogère, pareil, troisième exemple. Qui date de 2020 aussi, qui a été inscrit en 2020 et qui est intéressant pour plusieurs titres. Déjà, parce que comme vous pouvez le voir visuellement, il y a une similitude, pour ceux qui ont déjà vu à quoi ça ressemble, mais il y a une similitude avec la pratique que peut avoir le graveur dans son atelier. Il y a des photos après, je vous montrerai. Il y a aussi des bourses, des salons, il y a tout un microcosme qui existe autour. Il y a une tradition familiale de transmission des savoir-faire. Et donc inscrit en 2020, et il a été inscrit aussi, proposé par la France et la Suisse sur les listes du patrimoine de l'humanité, donc auprès de l'UNESCO. Alors, des exemples français qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit du patrimoine culturel immatériel, que vous compreniez dans quel cadre le timbre gravé peut se situer dans cette liste, comment ça peut s'inclure dans cette valorisation du patrimoine. Donc, vous avez les trois images d'en haut. Vous avez la première, c'est le repas gastronomique des Français, du coup inscrit en 2009, qui est plutôt en lien avec les traditions, la vie, la communauté. Ensuite, vous allez avoir l'alpinisme inscrit conjointement avec l'Italie et l'Autriche, qui est en lien du coup avec la nature. Et les fest-noz bretons, du coup, un savoir-faire, une tradition, un événement festif, qui est ancré géographiquement. Alors, ensuite, trois savoir-faire, donc ils sont inscrits sur la liste représentative de l'humanité, la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, les perles de verre, la première image, l'horlogerie, la mécanique horlogère et la tapisserie d'Aubusson. La tapisserie d'Aubusson, intéressante pour plusieurs titres. Déjà, elle a été inscrite en 2009, donc c'est un des premiers éléments qui a été inscrit. Ensuite, la tapisserie d'Aubusson, le nom de l'objet, c'est la tapisserie d'Aubusson. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'objet tapisserie. Il faut comprendre aussi qu'autour de la tapisserie d'Aubusson, il y a une chaîne de savoir-faire qui se met en place, avec des artistes qui vont dessiner du coup le patron de la tapisserie, avec des personnes qui vont tisser. Il y a plusieurs savoir-faire, des gens qui vont coudre, qui vont faire les finitions. Il y a plusieurs savoir-faire qui s'assemblent, qui se combinent pour créer une tapisserie. Quelque chose qui est assez similaire avec ce qu'on va voir sur le timbre gravé. Alors, les savoir-faire de la mécanique horlogère, donc, comme je vous le disais, qui a été inscrit sur la liste française, puis qui a été proposé sur les listes de l'UNESCO pour être inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Intéressant aussi parce que il s'agit d'un savoir-faire de précision où on utilise avec un rapport à l'industrie de pointe aussi, on va utiliser des nouvelles technologies. Vous pouvez le voir du coup sur l'image de gauche, où il y a des agrandisseurs, il y a une forme de transmission qui peut être dans l'école, mais il y a aussi des salons de la collection et des événements liés, des foires, liés du coup à l'horlogerie. L'art des perles de verre en Italie, qui du coup est un artisanat qui travaille avec le feu. Il y a aussi la transmission intergénérationnelle. Donc ces deux éléments, l'art des perles de verre et la mécanique horlogère, sont les deux derniers savoir-faire inscrits par la France, proposés par la France au niveau de l'UNESCO. Alors là, je vais vous présenter quelques éléments
qui sont en lien avec la gravure, comme on va parler du timbre gravé en taille douce, du coup en lien avec la gravure ou l'imprimerie. Actuellement, il n'y a que 3 éléments qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces 3 éléments sont tous les 3 chinois. Donc, on a la technique de la xylogravure chinoise, donc la gravure sur bois. Vous pouvez voir du coup, à gauche un apprenti en train de réaliser une gravure et à droite les outils. Je vous montre aussi tout ça pour vous montrer, pour vous faire prendre conscience des photos, des images, comment c'est aussi valorisé sur les sites de l'UNESCO. Toutes les images proviennent soit du site du ministère de la Culture, soit du site de l'UNESCO, pour vous montrer un petit peu voilà, de quelle orientation on s'est inspiré, de quoi on s'est inspiré pour réaliser aussi ce dossier. Donc, les outils, l'art de la gravure des sceaux chinois, donc, qui est une composante majeure des beaux-arts en Asie, où c'est une gravure miniature qui permet de représenter quelqu'un. C'était utilisé sur les correspondances, voilà, dans différentes utilisations. Mais c'était pour vous montrer le geste aussi avec les mains, l'outil qui sert à inciser. Et sur la droite, du coup, vous pouvez voir le résultat, l'estampe, du coup, qui résulte de la gravure. Inscrit, pardon, en 2009, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, les deux sont inscrits en 2009. Alors, l'imprimerie chinoise à caractère mobile en bois. Donc là, les 3 éléments que je vous montre, c'est les seuls éléments qui sont à l'heure actuelle inscrits sur les listes représentatives du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en lien du coup avec la gravure et l'impression. Donc, l'imprimerie chinoise à caractère mobile en bois, inscrite en 2010, qui fait l'objet d'une mesure de sauvegarde urgente car il y a une rupture de transmission des savoir-faire. Le principe, ça sert pour imprimer les généalogies des clans. Du coup, le graveur grave ses caractères, puis se déplace de village en village et réalise les généalogies. Donc, c'est un savoir-faire ancestral, une des premières techniques d'impression chinoise, d'imprimer au monde, même dans le dossier. Et du coup, voilà, quelque chose de traditionnel qui sert à rendre compte de la généalogie et de l'histoire des clans. Alors, au niveau de l'UNESCO, il y a 584 éléments qui ont été inscrits par 131 pays. Il y a 23 éléments qui concernent la France. Donc, pour résumer un petit peu, pour expliquer vraiment à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait le fondement du patrimoine culturel immatériel. Donc, la liste représentative ne vise pas à récompenser les meilleures expressions culturelles du monde. La seule chose que l'on prend en compte, c'est l'importance subjective qu'a telle ou telle pratique pour la communauté qui la maintient en vie. Je veux dire, le but, ce n'est pas de valoriser une tradition, un savoir-faire en disant ce savoir-faire, c'est le meilleur du monde. C'est vraiment de comprendre comment ce savoir-faire, et en quoi ce savoir-faire est important pour les communautés, pour les populations, pour que ce soit voilà, d'une région, d'un pays, un groupe social défini, mais de voir à quel point ce savoir-faire ou ce patrimoine culturel immatériel a une importance pour eux. Alors, le lancement du projet, comment on en est venu à cette idée de faire inscrire donc, le timbre-poste gravé en taille douce. Alors, il y a environ 7 ans maintenant, je suivais mes études du coup, en développement culturel et valorisation du patrimoine, et en même temps, j'étais en alternance au sein du service de la conception de fil à poste. Pendant ce travail, j'ai pu du coup découvrir tout ce qui était la gravure, la conception du timbre, comment les graveurs réalisaient le poinçon, le fait que c'était à taille réelle, sur un format miniature, les techniques d'impression qui étaient liées, et j'ai été complètement émerveillée par ces savoir-faire, par ces techniques, et aussi extrêmement surprise par la confidentialité, ou en tout cas, moi personnellement, alors que j'avais eu une formation artistique et en patrimoine, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que le timbre était gravé en taille douce. Je ne savais pas que la Marianne était gravée en taille douce, alors que c'est un objet pourtant du quotidien qu'on utilise tous les jours. Du coup, face à cet étonnement et en découvrant le patrimoine culturel immatériel dans mes études, j'ai écrit un mémoire qui portait sur ce sujet, qui questionnait est-ce que le timbre-poste gravé en taille douce peut être considéré comme un patrimoine culturel immatériel.
pour ce travail, j'ai beaucoup discuté avec, entre autres, Pierre Albuisson, avec Yves Beaujard, avec les imprimeurs, avec du coup mes collègues de la Poste à l'époque. Et c'est vrai que du coup, ça a posé pas mal de questions, ça a semé aussi des petites graines. Avec Pierre Albuisson, on en a beaucoup discuté, qui à l'époque était président de l'association de l'art du timbre gravé. Et du coup, il m'a proposé après d'écrire un article. Ensuite, c'est donc Pascal Rabier qui m'a contacté il y a 1 an et demi en me disant que voilà, cette idée était toujours en cours et en me demandant si je voulais du coup m'associer à ce projet et travailler sur cette idée, sur le fait de proposer une candidature du timbre gravé en taille douce. Suite à cela, on a réalisé on a contacté aussi, enfin Pascal Rabier, pas moi, pardon, a contacté différents partenaires, donc la DEFIL, l'Association pour le développement de la philatélie, la Fédération française des associations philatéliques, la CNEP, afin de leur proposer d'être partenaires du projet. Donc il y a eu une convention qui a été signée et avec ces différents partenaires et 3 graveurs, moi-même et Pascal Rabier, on a créé un comité de pilotage du coup qui travaille sur la structure du dossier, qui effectue les différentes relectures, qui sont des interlocuteurs privilégiés. Alors, ça, c'est vraiment la genèse, pardon. La genèse, ensuite, on a pris contact avec le ministère de la Culture qui nous a encouragés, qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait et qui nous a conseillé de nous inspirer du coup des 2 fiches que je vous ai présentées précédemment sur les éventaillistes et de la fiche aussi de la mécanique horlogère. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, là, c'est la toute première page du dossier. Juste, je veux vous préciser que tout ce que vous voyez qui est issu du dossier, c'est un travail en cours. On est encore en train de travailler dessus, donc ce n'est pas quelque chose qui est déposé. On va le transmettre au ministère prochainement pour avis. Mais pour l'instant, c'est vraiment du travail. Tout ça, c'est du travail en cours que je vous montre. Alors, voilà. Donc, l'objectif, pardon, déjà un petit point sur le nom de l'objet, c'est vrai que j'en ai pas parlé, le timbre-poste gravé en taille douce, pardon, avant de remettre sur les graveurs, le timbre-poste gravé en taille douce, on a choisi du coup cet intitulé-là, qui est aussi un intitulé de travail, peut-être ça devra être retouché selon ce que nous diront les services du ministère. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un intitulé qui soit le plus large possible, qui puisse englober à la fois les pratiques des graveurs, les pratiques des artistes, les pratiques des imprimeurs et les pratiques des philatélistes, les pratiques des négociants. Voilà, toutes les pratiques de toutes les communautés, en fait, qui utilisent ou pour qui le timbre gravé en taille douce a une importance, de toutes les communautés qui le font vivre. Ce qui est la base, ce qui est vraiment l'essence du PCI. Donc l'objectif de la recherche a été d'associer au maximum les communautés à l'enquête, de porter les mots de ceux qui font, d'essayer de porter leurs impressions, de faire rendre compte, de faire prendre conscience de l'importance qu'a le timbre gravé pour ces différentes communautés. Donc pour ça, on a surtout travaillé avec des entretiens, en échangeant du coup avec ces différentes communautés. Donc là, je vous montre un petit peu des photos issues des échanges avec les graveurs. Là, c'était la visite de l'atelier d'Yves Beaujard. Donc, les entretiens avec les graveurs, ça a pu se formaliser sous la forme de visites d'atelier, d'échanges d'environ 1 heure à 2 heures, selon les graveurs. La réalisation de photos, donc, et autrement, des fois, il y a eu des échanges téléphoniques ou en visio si la visite n'était pas possible. Tout cela pour aboutir sur la rédaction d'une fiche récapitulative de leurs pratiques qui figure en annexe du dossier. Donc, ce que vous voyez là, c'est les photos d'illustration de la fiche d'Yves Beaujard. Donc, vous pouvez voir dans la première image un burin. Voilà, il nous montre son burin avec lequel il travaille et les différents types de burins. La deuxième image, du coup, c'est sa boîte avec des onglettes qu'il a achetées à la femme d'un graveur il y a plus de 60 ans. Du coup, il nous a expliqué qu'il notait dessus les tailles de ces burins pour pouvoir utiliser vraiment et faire les lettres au bon format. Donc voilà, il y a toute une notation qu'il a mis en place. Utilisation de la pointe à tracer dans l'atelier,
Troisième image, la première image en bas, donc vue de l'espace d'impression. Il effectue aussi des tirages de thèse, voilà, pour voir, ou des impressions personnelles. Vue de son espace de gravure, donc avec de la moquette sur le bureau. Elle nous expliqué que la moquette, ça lui servait du coup à enlever les barbes quand il grave. Il y a des petits morceaux de métal qui peuvent se soulever et du coup, en fait, il prend son burin et il essuie. Enfin, il essuie. Du coup, le métal s'accroche en fait dans la moquette et reste pas sur le burin. Et la méthode d'affûtage. Du coup, un affûtage. Voilà, d'autres images issues de la fiche du Beaux-Arts. Aussi, vous pouvez voir là au centre avec sa fille. Donc, il y a tout un. Durant les entretiens, on a évoqué aussi tout ce qui était de l'ordre de la transmission, formelle, informelle. Donc, cette image illustre une transmission familiale, étant donné que Yves Beaux-Arts a transmis récemment son savoir-faire à Sophie Beaux-Arts, le savoir-faire de la gravure en taille douce. Alors, une autre visite d'atelier pour vous montrer un petit peu la diversité, même les différences d'ambiance qu'il y a dans les ateliers des graveurs actuels. Donc, l'atelier de Sarah Lazarevic qui se situe à Millau. La première image pour illustrer la réalisation de ses maquettes, donc quand elle dessine les maquettes de timbre, où elle va travailler sur une tablette graphique, alors qu'Yves Beaux-Arts va travailler de façon traditionnelle. L'espace de gravure, du coup, où vous avez un coussin en cuir sous le poinçon qui lui permet de bouger, de caler sa main, mais qui est plutôt de tradition italienne, car Sarah Lazarevic a fait des études de gravure à Urbino, en gravure fiduciaire, et du coup, elle a ramené pas mal d'éléments qui proviennent de la gravure italienne, comme ces burins avec ce système de bagues et de lames tordues. Là, vous pouvez voir, il y a un petit angle, c'est elle qui les réalise, je reviendrai plus tard. Les différents outils, l'espace d'affûtage. Donc, on peut voir vraiment une différence dans l'organisation des ateliers. Tout ça, comme je vous le disais, le patrimoine culturel immatériel, c'est à la fois le savoir-faire, c'est-à-dire le geste, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire tous les outils, voilà, que vous pouvez voir, les techniques de fabrication des burins, les espaces de gravure, ça englobe tout. Alors ensuite, je me suis rendue à l'imprimerie pour m'entretenir avec les agents du coup de l'imprimerie. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le programme que j'ai suivi et les personnes que j'ai rencontrées. Donc l'idée, c'était de rencontrer vraiment chaque responsable d'atelier, agent qui travaillait dans les ateliers pour parler avec eux de qu'est-ce que c'était que pour eux la taille douce, comment leur savoir-faire, leur pratique s'incluait aussi dans cette chaîne de création, du coup, qui part des artistes graveurs pour aller jusqu'à l'imprimerie, pour aller jusqu'au philatélistes. Alors, donc les différents ateliers, je vais vous les montrer en photo après. Donc les échanges avec les philatélistes, ça a été principalement des échanges par mail ou par courrier, car en fait, on a diffusé un appel à projet avec l'ATG, un questionnaire, pardon, un appel à participation, c'était le projet, avec l'art du timbre gravé, donc via leur site et via la revue, en proposant du coup aux philatélistes qui le souhaitaient de partager leurs pratiques, de répondre à quelques questions. Ceux qui ont pris contact, la plupart, d'ailleurs j'ai renvoyé un questionnaire complémentaire afin d'affiner un petit peu certaines choses, d'avoir plus d'éléments. Après, j'ai pu me rendre l'été dernier à Besse-Bédène aussi un premier jour où j'ai pu avoir des échanges avec des philatélistes. Mais c'est vrai que le Covid n'a pas forcément aidé à rencontrer les philatélistes dans des salons, étant donné que tous les événements philatéliques ont été annulés. Donc quelques images transmises par des philatélistes pour illustrer leur pratique. Alors, ensuite, je vais vous expliquer, on va rentrer un peu... Donc ça, là, ce que je viens de vous montrer, c'était la recherche préparatoire. Donc il y a eu toute une phase de recherche où il y a eu les entretiens avec les graveurs, les entretiens avec l'imprimerie, les entretiens avec les philatélistes et du coup, prise de contact avec le ministère et on a monté le comité de pilotage. Ensuite, tout ça, ça a permis du coup de rédiger un dossier donc, qui est encore en relecture et qui suit le vademecum du ministère. Donc, sur le site du ministère, quand on peut trouver
un fichier Word en fait, c'est un Word, où avec les différentes parties, il y a une mise en page précise, il y a des nombres de caractères à respecter. Nous, on a fait le choix par rapport à ce dossier de vraiment mettre en avant les photographies. La première page du dossier, vous pouvez voir 6 images. De façon générale, on a fait le choix d'inclure de nombreuses images et d'inclure beaucoup de choses. C'est un dossier très conséquent, mais dans l'idée où, quand on va le transmettre au ministère, ça leur permet déjà de voir vraiment la multiplicité et la variété des savoir-faire liés au timbre-poste en taille douce, mais aussi de pouvoir nous aiguiller peut-être en recentrant sur une chose, une autre, en disant ben voilà, ce paragraphe-là, cette photo, elle est utile, voire même peut-être d'inscrire plusieurs éléments. On verra. Donc, ce dossier, il est construit à partir du vade-mecum du ministère. Sur le site, il y a en accès libre une fiche qui explique du coup comment il faut rédiger. Il y a des parties identifiées à respecter. Donc, toutes les parties sont des parties qui sont données par le ministère, qui sont obligatoires. L'ordre des paragraphes, tout est identifié par le ministère. Il y a une mise en page, un nombre de caractères à respecter. À ce dossier, nous allons inclure des annexes. J'y reviendrai ultérieurement. Donc, les différentes parties du dossier, déjà, une description sommaire, donc associée à ces images. Ensuite, l'identification de l'élément que vous pouvez voir ici en haut, avec le nom, les domaines de classification selon l'UNESCO, donc nous, savoir-faire de l'artisanat traditionnel. Ensuite, une présentation de toutes les communautés, groupes et individus liés à la pratique. Donc on a suivi l'ordre de création, là c'est la page numéro 3, donc la page de gauche, et ensuite la page de droite, j'y viendrai sur. Donc on a suivi l'ordre de création d'un timbre-poste, c'est-à-dire en commençant par les services de conception des timbres de fil à poste, puis en parlant des artistes, des graveurs, des agents de l'imprimerie de Boulazac, les usagers et les différents types de timbres-poste, donc ça c'est pas à l'écran, mais voilà, des collectionneurs, ensuite présentant les collectionneurs, les philatélistes, les associations, les négociants, les experts en philatélie, puis les musées, les institutions en lien avec le timbre gravé, les médias et la recherche. Alors, sur la partie de droite de l'écran, vous pouvez voir donc la page déjà 31, donc il y a vraiment une grosse partie sur la présentation des communautés qui sera peut-être resserrée. La localisation physique de la pratique qui se pratique en France, principalement en Dordogne et en région parisienne, même si des ateliers, il y a évidemment des associations philatéliques sur tout le territoire. Ensuite, un point important sur la pratique similaire en France et à l'étranger. En fait, au fil de cette recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une spécificité française, que ce soit dans le nombre de timbres émis en taille douce, le fait que le timbre courant Marianne est encore en taille douce, qui est sans doute unique au monde, le fait que tous les savoir-faire de la chaîne de création, c'est-à-dire les graveurs, les imprimeurs, tous les savoir-faire nécessaires au timbre gravé en taille douce sont présents sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. On s'est aussi rendu compte que les timbres européens, la production des timbres en taille douce en Europe ont extrêmement baissé. Le Danemark, la Suède, la Norvège, la République tchèque, pas la République tchèque, mais la République tchèque n'a plus d'imprimerie, son imprimerie a fermé en 2019. Par contre, le Danemark, la Suède et la Norvège n'émettent plus de timbres gravés en taille douce. Voilà, on s'est rendu compte vraiment de cette spécificité. Par rapport à la philatélie, on s'est rendu compte qu'il y avait même s'il y avait une baisse en Europe, il y avait une augmentation dans d'autres pays d'Europe, que c'est une pratique du coup vraiment internationale de la philatélie. Alors, ensuite, la partie que je vais vous montrer, donc c'est la partie le grand 1, identification de l'élément, petit 5, la description détaillée de la pratique, où nous avons du coup détaillé tout d'abord les pratiques des artistes et les pratiques des graveurs, avec en image d'illustration du coup la maquette réalisée par Florent Gentre sur le timbre tailleur du cristal émis en 2019. La gravure réalisée donc à l'échelle du timbre sur le poinçon par Lynn Fillon, une gravure d'interprétation où elle a vraiment essayé de rendre compte de la matière, de la matérialité du cristal par la gravure. Et enfin, la réalisation du timbre
du coup le timbre imprimé tel qu'il peut être collectionné pour les philatélistes et tel qu'il sort de l'imprimerie de Boulazac, enfin l'imprimerie de la Poste, suite à sa création. Donc, identification de l'élément, présentation des savoir-faire des graveurs, une image d'illustration qui vous montre encore une fois la variété dans ces savoir-faire et les variations dans la façon de travailler, que ce soit dans la position des doigts. Vous pouvez voir là Pierre Albuisson donc en train de graver un timbre d'étoffe sur les méduses qui protège le poinçon grâce à du scotch. Pierre Albuisson met son pouce un petit peu en retrait, l'index en avant. D'autres graveurs, comme par exemple la Marie-Noël Goffin à droite, va avoir les deux doigts au même niveau. Ce sont de petites différences. Vous pourrez me dire, voilà, Line Fillon au centre qui utilise son index pour pousser, pour guider le burin. C'est des petites différences, mais en fait, c'est vraiment une appropriation par les graveurs de la technique. Ce qui veut dire qu'au fil des ans, ils ont construit leur propre savoir-faire, ils ont construit leur propre technique, et il y a un apprentissage par l'expérience empirique, du coup, des graveurs. Donc, Pierre Albuisson, alors, voilà. Line Fillon, Marie-Noël Goffin. Les photos, on a choisi d'axer vraiment sur les mains au travail. Ce qui est aussi une recommandation du ministère. Alors, une image qui illustre la variété dans les créations philatéliques actuelles, contemporaines. On peut voir un timbre réalisé par Christophe Laborde-Baleine en 2019, qui s'inspire d'une tradition de la gravure sur bois, on pourrait dire, et qui est liée aussi à la formation et à l'expérience de Christophe Laborde-Baleine, qui travaillait avant qui a gravé beaucoup de cartes à jouer, qui a fait beaucoup de gravure sur bois. Yves Beaujard, qui a un style complètement différent, un style classique fiduciaire, dit banknote, qui est aussi lié à sa pratique, à l'historique de sa pratique et à son expérience, entre autres aux États-Unis, dans la gravure de billets de banque et de figures fiduciaires. Et enfin, Louis Boursier, qui a une pratique aussi de gravure héraldique à côté, et qui a un style aussi visuellement extrêmement personnel, très différent. Un point sur les outils des graveurs qui fait toujours donc de la partie description détaillée de la pratique, où les graveurs ont aussi un savoir-faire dans la fabrication de leurs propres outils. C'est très rare d'acheter des outils qui sont tout faits. Généralement, ils associent un manche qui peut être réalisé par un tourneur sur bois ou acheté dans le commerce à une lame qu'ils forgent. Donc on peut voir sur la gauche les outils de Sophie Beaujard, ce qu'elle utilise principalement pour la gravure de timbre. Et au milieu, au centre, donc, un burin de Sarah Lazarevic, qui est même d'ailleurs une onglette, si je ne dis pas de bêtises, j'ai encore un peu du mal à différencier échoppe, burin, onglette. Donc, la lame non façonnée en bas. Sarah Lazarevic va façonner la lame, va forger sa lame d'une certaine façon. Va façonner la lame en la meulant, la ponçant, pour lui donner la forme en fait qu'elle souhaite et lui donner un petit rebord comme ça qu'elle peut inclure du coup dans son burin et faire avancer la lame grâce à la bague qui resserre la lame, la faire avancer au fur et à mesure que le burin rétrécit. À droite, l'atelier de Pierre Albuisson avec ses outils. Au premier plan, ce burin qui est un burin GRS, donc un burin contemporain fabriqué récemment. Ici, des burins plus anciens. Et au fond, là, vous pouvez voir donc, son burin pneumatique qu'il utilise plutôt pour sa gravure personnelle. L'affûtage du burin, pareil, une multiplicité dans les pratiques. On peut voir Marie-Noël Goffin donc, qui affûte, enfin même si évidemment il y a une technique de base similaire qui est de frotter sur la pierre pour créer l'angle. L'affûtage est extrêmement important. En effet, si la lame du burin n'est pas assez coupante, elle risque de riper, de casser et du coup de rayer irrémédiablement le poinçon. Donc, Marie-Noël Goffin utilise une pierre à affûter. On peut voir la position des mains et les marques d'affûtage sur la pierre elle-même. Sarah Bougot qui nous montre un geste
comment elle teste son burin sur son ongle. Yves Beaujard m'a montré exactement le même geste. C'est donc intéressant de voir qu'il y a des gestes similaires, à savoir si c'est quelque chose qui a été transmis par Yves Beaujard à Sarah Bougo ou si c'est quelque chose qu'elle a appris au cours de sa formation. Voilà, ça, je ne le sais pas. Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet. Sarah Bougo utilise plus des burins en forme de poire par rapport aux autres. Donc, quand les graveurs affûtent leur burin, ils testent sur l'ongle. Pierre Albuisson utilise, lui, plutôt un système d'affûtage mécanique réglable avec une bague pour les burins GRS en tout cas. Donc, Pierre Albuisson, qui est un peu un géo-trouve-tout de la gravure, qui va utiliser toutes sortes d'éléments qui proviennent pas forcément dédiés à la gravure au burin ou à la gravure sur acier, mais voilà, va piquer des techniques, va piquer des petits éléments, des outils d'autres techniques pour les adapter au timbre et pour faciliter ou lui permettre de réaliser des choses un petit peu différentes. Alors, dans la partie identification de l'élément, description détaillée de la pratique, donc on a les savoir-faire des agents de l'imprimerie, des photos réalisées lors de ma visite à l'imprimerie. Voici donc l'atelier de gravure qui n'est pas forcément... Comment dire, actuellement, il n'y a plus qu'un seul graveur donc, employé par l'imprimerie, c'est Pierre Barra, Isaac Attelin, travaillant maintenant au sein de la Banque de France, dans la gravure fiduciaire. Donc c'est l'espace dédié à la gravure où ils peuvent réaliser de temps en temps de la gravure de poinçon, mais actuellement Pierre Barra travaille plutôt dans l'espace de GAO, c'est-à-dire de gravure assistée par ordinateur. Atelier que je n'ai pas là, que je n'ai pas en photo, mais il y a un peu après. Donc le poinçon, une fois qu'il est gravé, hop, voilà la maquette. Une fois que le poinçon est gravé, ce poinçon, pardon, une fois que la maquette est validée, je suis désolée, une fois que la maquette est validée, du coup cette maquette elle est envoyée à fil à poste. Fil à poste ou à l'imprimerie, pardon, où il va avoir donc la photo sur acier. Et la photo sur acier va permettre de créer, de reporter en fait photographiquement l'image de la maquette sur le poinçon à l'échelle pour que les graveurs puissent vraiment respecter l'échelle du timbre. En effet, ce serait extrêmement compliqué sans avoir aucune image de graver de graver à cette échelle-là. C'est même quasiment impossible. Enfin, je ne sais pas s'il y a des graveurs qui ont déjà essayé, mais j'imagine que c'est techniquement difficilement faisable. Donc voilà, l'atelier de photo sur acier, atelier extrêmement intéressant de par les savoir-faire qui s'y sont développés. C'est un brevet acheté par l'imprimerie qui date de 1965, donc, qui a été transmis à l'imprimerie, brevet Beck. C'est Jacques Truffy, donc, qui est actuellement responsable de cet atelier, qui maîtrise les savoir-faire liés à cet atelier. Il a un collègue qui travaille avec lui, qui est en apprentissage, et qui réalise aussi des photos sur acier. Jacques Truffy réalise toutes les photos sur acier de tous les timbres gravés qui sont issus de l'imprimerie. Il réalise aussi des photos sur acier pour les imprimeries d'autres pays qui ont toujours une imprimerie des timbres poste. Donc un savoir-faire exceptionnel qui se situe dans l'imprimerie de Boulazac. Vous pouvez voir donc sur l'image de droite une photo sur acier finalisée. C'est une reproduction du timbre de Lascaux qui a été gravé par Isaac Attelin. Alors, ensuite, le poinçon donc, est envoyé au graveur, qui les grave, qui les renvoie à l'imprimerie. Puis, je vous présente donc l'atelier presse à bras, qui est un atelier traditionnel d'impression qui permet de réaliser les épreuves d'artistes. C'est donc un savoir-faire qui est commun à différentes techniques d'impression, qui n'est pas spécifique au timbre gravé en taille douce, mais qui se situe quand même au sein de l'imprimerie. C'est quand même un atelier qui lui est dédié au sein de l'imprimerie. Le système de moltage historique permettant le report du poinçon. Donc voilà, le report du poinçon par pression, c'est un moltage, donc c'est une pression effectuée sur la virole, qui va permettre en quelque sorte de transférer le timbre, l'image du timbre, la gravure, transférer la gravure sur la virole. Au centre, vous pouvez voir le scanner 3D, donc qui est la technique actuelle de le scanner 3D et le banc de gravure laser, associé au banc de gravure laser, qui est la technique actuelle de haute technologie de l'imprimerie.
Donc le scanner 3D, ça c'est au sein de l'atelier de la GAO, une espèce de clicherie, l'atelier de clicherie, va scanner la gravure des graveurs, donc la gravure du poinçon, que ce soit la largeur ou la profondeur des tailles, ce qui va permettre d'avoir une image en 3 dimensions fidèle, on ne peut plus fidèle, de la gravure, qui ensuite, cette image va servir de base, va être analysée, des fois peut être retouchée si besoin, s'il y a des tailles trop profondes, pas assez profondes, pour correspondre à un nombre de microns extrêmement précis. Donc ce scan 3D va ensuite servir de base pour être transféré par un système de gravure laser qui a été mis en place en 2016, je crois. 2016 j'ai un doute. Je sais que le premier timbre qui a été réalisé, c'était sur la place des Vosges, mais j'ai un doute sur l'année. Bon. Par Pierre Albuisson d'ailleurs, pour le congrès de la FFAP. Mais donc, le banc de clicherie laser, là où la virole va être gravée pour arriver du coup à ce type d'objet, donc une virole gravée, qui ensuite va être chromée pour être durcie parce que le cuivre ne supporterait pas un trop grand nombre d'impressions, donc elle est chromée la virole, puis elle sera emmenée sur machine pour être imprimée. Point intéressant des viroles, qui est quelque chose aussi en lien avec le patrimoine culturel immatériel, qui est attaché à l'aspect écologique de l'artisanat ou du savoir-faire. Les viroles sont réutilisées. Les viroles, c'est les mêmes depuis, elles sont associées à une machine, donc c'est les mêmes depuis les années 60 pour certaines machines. Et elles sont donc chromées, déchromées, la couche de cuivre peut être rajoutée, elle est enlevée, et quand c'est dégravé, du coup la couche de cuivre est enlevée, mais c'est les mêmes viroles. Donc il y a vraiment une réutilisation de ces objets au fil des ans. Pardon. Donc vous pouvez voir de profil avec les différents matériaux qui sont présents dessus. Et là, une virole d'impression prête à être gravée dans le banc d'impression. Alors, la virole, donc, elle est prête pour être mise sur machine. Mais avant que le timbre soit imprimé, il y a une autre étape qui est la recherche de la couleur. Donc la virole est prête, l'image est prête. Par contre, il faut donc les couleurs qui vont être mises sur machine. Pour cela, il y a un atelier qui s'appelle l'atelier Ormag, qui est un atelier de recherche de couleurs. Donc, nous avons la salle des différentes encres, avec les différentes couleurs, des petits pots d'encre. La vue de la machine Ormag, qui permet de réaliser les essais couleurs, qui est une machine conçue sur le même système d'impression, similaire aux machines qui sont présentes dans les ateliers de gravure taille douce. Et vous pouvez voir donc la table de travail de l'atelier couleur où l'imprimeur réalise ses tests. Donc, ils vont mesurer au milligramme près les quantités de couleurs qui sont mises pour arriver au mélange correspondant donc à la maquette. Et ensuite, ces mesures vont servir en étant augmentées, en passant de milligrammes à kilogrammes, vont permettre de réaliser les encres nécessaires à l'impression du timbre. Très intéressant, alors j'ai pas d'image, j'ai pas pu prendre de photos, mais il faut savoir que les imprimeurs taille doucier de l'atelier Ormag ont des nuanciers de couleurs qui ont été fabriqués spécifiquement par l'imprimerie, qu'ils se transmettent de génération en génération, et ils possèdent aussi un cahier où ils notent toutes les nouvelles couleurs qu'ils font, un cahier qui date des années 70, ce qui veut dire depuis plus de 50 ans maintenant, il y a une trace de toutes les couleurs qui ont été faites par les imprimeurs taille doucier au sein de cet atelier. Alors, une vue d'impression Ormag basée sur l'essai de gravure, le test de gravure en couleur de Sophie Beaujard. Donc, c'est un timbre qui n'a pas été émis, c'est un essai pour voir si, ça date de 2016, quand Sophie Beaujard a réalisé ses essais pour voir si elle avait une technicité suffisante pour pouvoir graver des timbres, si sa gravure correspondait du coup aux éléments techniques nécessaires au timbre. Donc vous pouvez voir 3 étapes, c'est-à-dire le tirage en taille directe,
de son timbre, le tirage en report, donc qui correspondent chacun à un poinçon de timbre, gravé à l'échelle et à l'envers. Le sens d'essuyage, donc ça qui sert pour les impressions après sur les machines, sur les grosses machines. Et la dernière image, donc vous avez les différentes les couleurs aussi qui sont notées. Si c'est du nuancier, le numéro de nuancier, ou si c'est modifié. Donc vous avez là la superposition des deux qui aboutit donc à l'image finale avec la date. Toutes les impressions hors mag ressemblent à ça. Alors, ensuite un petit point sur les machines. Donc toutes les photos que je vous montre là figurent dans le dossier. Hein. Voilà, je vous épargne les textes, mais c'est pour vous rendre compte un petit peu de la quantité du travail qu'on a effectué et de ce qui figure dans le dossier. Alors, un petit point sur les presses taille 12 qui explique le fonctionnement des presses taille 12 avec les viroles, les cylindres de pression et les rouleaux toucheurs encreurs, donc la vue de l'atelier, Les imprimeurs en train de régler les machines pour imprimer. Pardon, je suis désolée, je perds un peu mes mots. Donc, vous pouvez voir là sur l'image un imprimeur qui est en train de tourner une molette pour effectuer les réglages. Les molettes qui correspondent du coup aux différents rouleaux toucheurs encreurs et à la virole d'impression. Là, vous avez la virole d'impression qui se situe ici. Ici, le rouleau toucheur encreur. Et en dessous, du coup, le bac d'ancrage. Donc, on peut voir que l'imprimeur règle ce bac, règle les différents éléments avec des outils, somme toute banals, avec des outils. Le rouleau toucheur encreur, très important, nous y reviendrons car ça fait partie du savoir-faire des imprimeurs. Il y a évidemment le réglage au millimètre près, mais aussi la découpe des rouleaux. Je vais vous en parler plus en détail parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a éberluée, pour être honnête. Donc réglage de la machine, comment les imprimeurs ajoutent de l'encre dans la machine, voilà le papier qui passe. Alors, la découpe des rouleaux. Donc, vous pouvez voir sur l'image du milieu un rouleau en train d'être découpé par un imprimeur. Donc ça, c'est un savoir-faire qui se transmet aussi, qui est enseigné au sein de l'imprimerie, qui est spécifique à l'imprimerie. Pareil, les rouleaux sont réutilisés, enfin la base des rouleaux sont réutilisés, sont rechargés. Du coup, on a une espèce de matière plastique, caoutchouc qu'il y a dessus, je ne sais pas exactement à quoi ça aide. Et très intéressant, en fait, il n'existe pas d'outils spécifiques de gravure pour réaliser ce travail qui n'existe qu'au sein de l'imprimerie. Du coup, les imprimeurs se fabriquent eux-mêmes leurs outils et leur donnent des noms assez rigolos. Celui que vous voyez en haut, là, qui est donc sur la base d'un cutter de précision, ça s'appelle l'outil. Ils appellent ça très simplement l'outil parce que c'est celui qui est le plus utilisé pour la découpe, qui permet d'être vraiment précis dans les gestes et de pouvoir enlever des couches extrêmement fines de matière. Les deux autres outils en dessous, vous avez la demi-queue de baleine, la queue et demi-queue de baleine, pardon. Je sais pas pourquoi ça la demi-queue de baleine à gauche et la queue de baleine à droite, qui sont fabriquées à partir de morceaux de scie à métaux, de pièces d'usure de la RAC de 210, ça s'appelle, une pièce d'usure des machines. Vous voyez les entours de scotch, chacun fabrique un peu son manche, les entours de scotch, et ces outils sont transmis d'imprimeur taille 12C en imprimeur taille 12C. Ce qui veut dire que quand un imprimeur part à la retraite, il transmet sa boîte d'outils avec son nom marqué dessus à l'apprenti qu'il a formé. Alors, je vous montre rapidement les différentes étapes pour que vous visualisiez vraiment ce savoir-faire qui est extrêmement confidentiel, enfin très peu connu, mais qui fait entièrement partie du coup des savoir-faire du timbre gravé en taille douce. Alors, il y a certains rouleaux qui sont réalisés en gravure laser aussi. Donc, c'est mixte. À la fois, il y a une partie du coup qui est réalisée à la main et une partie qui est réalisée en gravure laser. Mais ce n'est pas exactement les mêmes matériaux et c'est pas le même coût non plus. Alors, si vous regardez, voilà, là, l'imprimeur taille douce est en train d'affûter son outil de la même façon que les graveurs peuvent affûter leur burin. Donc il me montre, voilà, l'outil queue de baleine est utilisé pour enlever des grosses surfaces
de matière. Ils vont utiliser des gouches de gravure sur bois ou, donc ça c'est des outils préexistants, ou des gravures sur lino pour donc détourer. Puis l'outil queue de baleine sera utilisé pour enlever la languette du milieu. Voilà. Ce qui arrive à un découpage, là, donc on voit à travers la loupe, ils n'utilisent pas des binoculaires mais des loupes. On peut voir donc un imprimeur taille-doucier qui enlève à l'outil des zones très précises afin de permettre l'ancrage de la couleur concernée. Ce qui veut dire qu'ils doivent enlever en fait toutes les zones. Par exemple, là, les lettres ne sont pas de la même couleur que le portrait. Du coup, le portrait, on va enlever les lettres, on va garder que le portrait, que ce qui est imprimé dans la même couleur. Si c'est au noir, ce qui est au noir, si c'est au bleu. Voilà. Et ils peuvent réaliser, enfin, s'il y a 3 couleurs, du coup, il faudra forcément 3 rouleaux différents. Et des fois, ils réalisent plusieurs fois le même rouleau, ce qui est nécessaire étant donné que les rouleaux peuvent s'user au cours de l'impression. Donc, la description détaillée de la pratique des philatélistes. Alors, les philatélistes, donc là, c'est des images qui nous ont été transmises, qui nous permettent de voir les différents outils des philatélistes, les albums, les livres qui sont utilisés, l'utilisation des catalogues, les pinces, les loupes, et un philatéliste qui nous a du coup envoyé une image de son espace de travail, où est-ce qu'il réalise du coup ses collections, où est-ce qu'il travaille sur la philatélie, et les différents éléments qui le composent. On peut voir un siège de voiture très confortable, j'imagine qu'il passe du temps ici en face de son ordinateur. Donc je remercie grandement tous les philatélistes qui ont répondu à notre appel, qui nous ont permis du coup de rendre compte de leur pratique. Et j'invite, s'il y a des philatélistes présents qui souhaitent envoyer d'autres images ou qui souhaitent partager leur pratique, qui se disent « Ah, moi je fais ça, je ne l'ai pas vu, ce serait intéressant », de ne pas hésiter surtout à nous envoyer, à nous contacter. Alors, à droite, donc une image qui montre différents porte-vues, catalogues, qui regroupent du coup la collection. Alors, un petit point ensuite, le grand 2. Le grand 2 du dossier, c'est un point sur l'apprentissage et la transmission de l'élément, quelques images, la transmission au travers des écoles, que ce soit là, en l'occurrence, à l'école Boulle, l'école Estienne, ou la transmission au travers d'événements et les démonstrations. Il y a aussi évidemment les compétitions de philatélie qui figurent dans cette partie, et les associations, tout le travail des associations philatéliques par rapport à la transmission des savoir-faire de la philatélie à la connaissance philatélique. Un point historique, la troisième partie du dossier, du coup c'est un point sur l'historique et sur l'évolution de la pratique. Donc vous pouvez voir des planches historiques sur la gravure avec la façon de tenir le burin, donc très similaire à ce qui se passe actuellement. Il y a eu peu d'évolution dans la technique de gravure, à part voilà, des évolutions techniques. L'évolution de l'impression des timbres post gravés en taille douce, là il y a eu une grosse évolution avec un point sur les premières impressions. Voilà, donc vous pouvez voir des photos, des premiers ateliers d'impression et une photo illustrant avec le scanner 3D où on peut voir sur l'écran du coup un scan 3D du temps. Alors là, je vais vous montrer une partie qui est la partie 4 qui est sur la viabilité de l'élément et les mesures de sauvegarde qui peuvent être envisagées. Alors, j'ai que du texte, je suis désolée, ça peut être un petit peu rébarbatif. Mais donc, la vitalité de la gravure et de l'impression, tout ce qu'on a mis provient des entretiens qu'on a eus, tout ce qui est dans cette partie provient donc des entretiens qu'on a eus avec les différentes communautés, avec les graveurs qui nous ont fait part du fait qu'ils remarquaient qu'il y avait un attrait fort pour la pratique de la gravure. Là, c'était plutôt la gravure en général, pas forcément spécifiquement la gravure du timbre-poste. Ce point-là, et un point important, la sécurité et l'inviolabilité des produits utilisant la technologie taille douce. En effet, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que, en termes de sécurité, la technologie de la taille douce, le savoir-faire des graveurs, combiné au savoir-faire de l'imprimerie, permettent de créer un document extrêmement sécurisé. Ce qui est un argument en fait pour continuer aussi à faire de la taille douce. Alors le nombre des graveurs aussi, le fait qu'il y a 16 graveurs en France, il y a une vitalité du nombre en fait comparativement aux autres pays. Et il y a un renouvellement régulier des graveurs avec de jeunes graveurs. Aussi fait rare, il y a presque une parité du nombre de femmes et d'hommes parmi les graveurs de timbre-poste français.
Un point important développé par Roxane Joubert, l'aspect écologique du timbre. Alors tout ça, vous pourrez le lire, évidemment, sur le site si c'est accepté. Donc l'aspect écologique du timbre. La vitalité de la philatélie, le nombre de philatélistes. Selon une étude récente donc, qui nous a transmis la Défil, merci, je remercie à nouveau, il y a 580 personnes en France qui se considèrent comme philatélistes et plus de 6 millions qui avaient été collectionneurs de timbres. Toutes ces parties aussi, je vais remercier la CNEP, la FFAP qui nous ont transmis des éléments, évidemment, avec qui on a échangé à ce sujet, le nombre de timbres émis, le maillage associatif, le dynamisme des associations philatéliques, il y a énormément d'événements qui sont organisés, le nombre de boutiques spécialisées, l'attrait pour les boutiques, le renouvellement des philatélistes et l'adaptabilité de la philatélie qui évolue, qui n'est pas fossilisée dans une tradition, qui est en accord avec son temps, avec l'utilisation d'Internet, entre autres, la création de blogs et le développement international. En effet, même si la philatélie diminue en France, elle se développe à l'international. Alors là, ensuite, il y a une partie sur les menaces et les risques en lien avec la diminution du courrier, la non-utilisation du timbre-poste, l'augmentation des prix du timbre-poste, développement des timbres imprimés. Voilà. Les points que nous avons donc identifiés conjointement avec les graveurs, la Défil, la FFAP, la CNEP. Les évolutions techniques, un point sur les évolutions techniques, donc les menaces liées aux évolutions techniques. En effet, des composants peuvent être interdits, le vieillissement des machines et des outils, et une forme de recherche de rentabilité au dépens d'une recherche de qualité, ce qui est et de quantification du travail du graveur. Ça, c'est voilà, transformation du rapport aux images. Les risques liés à la transmission, avec des ruptures de transmission possibles, ce qui n'est pas forcément le cas, mais pareil chez les imprimeurs avec un caractère oral de la transmission. Du coup, ces savoir-faire peuvent malheureusement se perdre parce qu'il n'y a pas de manuel de support vidéo ou audio qui regroupe ces savoir-faire. Alors, ensuite, le point 4, petit 2 du dossier, donc c'est sur les modes de sauvegarde et de valorisation. Comment sauvegarder et valoriser le timbre-poste gravé en taille douce? Donc on peut mettre en avant le fait qu'il y a des actions individuelles, un engagement fort des graveurs, il y a des prix qui existent, il y a des créations, des actions diversifiées des associations. Il y a la présence sur les salons, présence sur des salons internationaux des métiers d'art. Des actions de valorisation à signaler, donc la création de l'association de l'art du timbre gravé et toutes les actions qui sont menées par l'association qui ont permis la charte de la philatélie aussi. L'engagement de la Poste à travers la charte de la philatélie, qui est une action de valorisation aussi, de soutien au timbre gravé et à la philatélie, extrêmement importante, et qui, à notre connaissance, en tout cas, n'existe qu'en France. Les actions menées par la Défil, toutes les actions de la Défil, que ce soit auprès des publics, auprès des scolaires, auprès des grandes écoles, avec les écoles d'art, auprès du grand public, la Défil, voilà, vraiment se mobilise sur ce sujet. Donc le dossier rend compte de ces actions, l'organisation d'événements philatéliques avec les différents salons, donc très importants, les salons philatéliques d'automne, de printemps, les salons du timbre, les salons régionaux, la fête du timbre, les championnats de France de la philatélie, les compétitions internationales, la compagnie des guides de la FFAP, les premiers jours, les ventes anticipées. Tous ces événements philatéliques animés par les philatélistes et animés par les différentes communautés qui permettent de faire que le timbre gravé, le timbre d'ailleurs en général et le timbre gravé par extension, est vivant, présent sur tout le territoire national. Les différents modes de reconnaissance publique, donc les prix, voilà, je passe rapidement. Ensuite, un point important, les mesures de sauvegarde envisagées, alors qu'ils ne sont pas des mesures qui vont forcément être faites, mais qui sont des mesures qui peuvent être faites ou qui seraient souhaitées par les communautés. Donc un soutien à l'apprentissage, amélioration de la visibilité, création de vidéos de type tutoriel sur la gravure par exemple, organisation d'expositions et communication accrue sur les événements existants, créer un soutien, une forme de soutien logistique aux graveurs, création de guides de gravure, le développement de l'association Art du timbre gravé au niveau européen et international, collaborer avec d'autres pays sur des projets philatéliques en taille douce, s'allier avec des musées, développer un partenariat encore plus soutenu de la Défil avec l'éducation nationale. Ensuite, il y a toute une partie de documentation, donc nous avons fait une recherche documentaire sur les romans, les livres qui sont liés au timbre-poste gravé en taille douce. Je ne vais pas vous développer cette partie parce que ce n'est pas forcément
Voilà, c'est vraiment des listes de tout ce qui existe en termes de vidéos, de romans et de documentation qu'on a utilisé donc aussi pour rédiger la fiche, enfin le dossier, pardon. Les praticiens rencontrés et tous les gens qui ont contribué en fait à la réalisation de cette fiche. Donc je tiens à remercier 1000 fois parce que sans eux en fait ce dossier n'existe pas. C'est eux qui ont permis de réaliser ce dossier, toute cette communauté qui s'est engagée, qui s'est mobilisée autour de cette question. Donc vous pouvez voir, il y a un grand nombre de contributeurs et de praticiens rencontrés, que ce soit voilà, dans le champ des médias ou des arts ou de la gravure, de la philatélie, de l'histoire contemporaine. Beaucoup de personnes qui ont pu rédiger des parties, qui ont voilà, répondu à des questionnaires qui ont servi de base du coup, pour la rédaction du dossier. Alors là, c'est donc le dossier fini. Vous avez en annexe les lettres de soutien de personnalités philatéliques ou de personnalités liées à la philatélie. C'est Pascal Rabier, via l'association ATG, qui a contacté du coup ces différentes personnalités en leur présentant le projet et en leur demandant si, voilà, de faire part de leur soutien ou non d'ailleurs au projet. Donc nous avons un engagement de Philippe Val qui nous a transmis une lettre de soutien, président directeur général du groupe La Poste. Les lettres de soutien font partie des demandes du ministère, d'avoir du coup de montrer à la fois les communautés qui sont engagées et les personnalités représentatives de la communauté qui s'engagent aussi. De Gilles Lifshitz, Anne Nicolas, directrice du musée de la Poste, de Lara Thierzi Enza, directeur de l'Office d'État Principauté de Monaco, François Farcini, donc de la CNEP, Claude Desarméniens de la FFAP, Gauthier Tout-le-Monde et Roxane Jubert, enseignante-chercheuse à l'École nationale des arts décoratifs, qui nous ont fait part de leur soutien. En annexe, donc, les fiches graveurs réalisées à partir des entretiens des graveurs, la charte de la philatélie, les prix, les récompenses. Donc les fiches graveurs, je vous montre rapidement, voilà à quoi ça ressemble. Il y a à peu près 5 pages par graveur avec différents points et illustrés par des photos des réalisations ainsi que des photos de leur savoir-faire, des ateliers, des espaces de travail, des liens avec les autres communautés du timbre, des liens avec les graveurs, les philatélistes et la transmission, l'engagement pour la transmission des différents graveurs. Alors, on arrive à la fin de la conférence. Un petit point sur du coup la suite et où est-ce qu'on en est déjà maintenant. Donc à l'heure actuelle, le projet est en relecture par les différents partenaires et les différents contributeurs. Ensuite, on l'enverra au ministère pour avis qui va nous faire un retour et nous dire donc voilà ce qu'il faut affiner, enlever, rajouter, peut-être nous donner d'autres conseils. Ensuite, donc, nous allons effectuer les modifications, puis ce dossier pourra passer en commission pour être inscrit sur l'inventaire national français. Une fois que ce dossier est inscrit sur l'inventaire national français, il est possible donc de demander à ce qu'il soit inscrit sur les listes du patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Dans ce cas, c'est la France, via le ministère de la Culture, qui va informer tous les autres États membres de l'UNESCO que la France souhaite présenter ce dossier et leur demander « est-ce que chez vous, vous avez quelque chose de similaire ?» Là, il y aura une création d'un dossier commun, évidemment, ce qui n'empêche pas non plus en parallèle de prendre contact avec des graveurs ou des institutions postales connues, qu'on connaît, pour renforcer aussi la demande, pour peut-être avoir une demande directement conjointe. Voilà, c'est des choses à discuter aussi avec le ministère. Mais pour moi, ça me semble tout à fait possible et nécessaire. Et puis vu le poids, enfin la place du timbre dans la culture internationale, ce qui est quand même un messager à la fois de la culture de tous les pays, du patrimoine culturel et naturel des pays, à la fois une modalité d'échange qui est au cœur des pratiques familiales, personnelles des êtres humains, en fait, qui est vraiment un mode de communication de l'humanité, donc qui, à ce titre, pour moi, devrait figurer sur ces listes. Je tenais
à faire juste un dernier petit point, à dire qu'il y avait eu vraiment une implication forte des communautés, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de contributeurs, beaucoup d'interlocuteurs, ce qui fait que c'est un dossier très conséquent et que c'est voilà, c'est très positif. Je tiens à remercier donc tous les partenaires qui m'ont fait confiance. J'espère de tout cœur que tout va continuer à se passer aussi bien que ça a été pour l'instant, malgré la situation sanitaire qui nous a un petit peu bloqués dans certaines recherches. Mais voilà, remercier la DEFIL, la FFAP, la CNEP, la TG, Pascal Rabier qui a rédigé, qui m'a vraiment conseillé, qui m'a aidé sur la réalisation de ce dossier, les graveurs, Elsa Catelin, Pierre Albuisson, Sophie Beaujard, Sarah Lazarevic, enfin tous les graveurs que j'ai rencontrés qui ont été d'une pédagogie et d'une patience et d'une générosité sans faille. Voilà. Juste, oui, si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de remarques par rapport à des choses que vous avez vues, si vous voulez partager encore vos pratiques, voilà, partager vos pratiques philatéliques ou autres, si vous avez des éléments où vous dites ah voilà ça devrait y figurer, ou des choses qui vous semblent à ajuster ou quoi. Ouais, c'est évidemment ce dossier, c'est le vôtre en fait, c'est celui des communautés, c'est pas mon dossier, c'est celui des communautés, celui des partenaires. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à recherchepci@artdutimbregravé.com. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci pour cette très belle présentation. Effectivement, il y a eu des petits aléas de l'Internet, mais on aurait pu s'y attendre. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, nous avons effectivement un enregistrement d'une présentation qui, elle, ne souffre a priori pas de ces aléas, qu'on rediffusera donc du coup dans un second temps. Je vais tout de même profiter de la présence de notre invité pour poser quand même quelques questions. Donc portant généralement, et il y en a quand même quelques-unes. Donc tout le monde félicite hein, la qualité de l'intervention. Malgré tout, je pense que c'est quand même assez intéressant de le souligner. Alors, petite question, peut-être aussi assez évidente et qui revient assez régulièrement, c'est le temps de traitement d'un dossier tel que celui qui a été présenté, le délai peut-être qui va être mis en œuvre pour justement l'intégration, la résolution, etc., etc. Donc combien de temps ça prend, en gros? Pour faire un dossier ou pour que le Le délai dossier de soit réponse, disons accepté ou plutôt. pas? Ah, le délai de réponse il y a des commissions 2 fois par an. Avant, il y en avait 4. Maintenant, il y a 2 commissions par an. Après, il faut voir. Les derniers contacts que j'avais eus, je sais qu'il m'avait dit qu'il y en avait une en juin. Et j'imagine, à partir du moment où ça passe en commission, c'est accepté. Enfin, j'avoue, je ne l'ai pas posé directement la question, mais en gros, du coup, il y a 2 commissions qui se réunissent, qui étudient les dossiers et qui valident ou qui valident pas. Ça, je parle pour l'inventaire français. Hein. Après, pour l'UNESCO, je ne saurais pas du tout vous dire à quel point il y a, quels sont les délais, parce que du coup, si c'est comment dire, des propositions conjointes, il y a forcément le temps que les États parties prennent contact et ensuite qu'ils déposent le dossier. Je pense que c'est quand même assez rapide parce que sur les exemples que j'ai pu vous montrer, que ce soit les éventaillistes ou les savoir-faire de l'horlogerie, c'est des dossiers qui ont été déposés en 2019 ou 2020 et qui ont été inclus en 2020. Donc, c'est assez rapide. D'accord. Ça répond à la question. Ça répond à la question, absolument. Ok, très bien. Quand même, donc certains, des petits délais, mais qui sont à prendre en compte néanmoins. Une autre question finalement assez technique sur ce dépôt de dossier. Tout le monde peut déposer un dossier, j'imagine, pour l'obtention de ce titre. Il faut être agréé peut-être, ou alors Non, c'est assez libre. non, par contre, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, les premiers dossiers étaient déposés par une personne, généralement, ou par un artisan. Et là, quand j'ai échangé avec le ministère, c'est vraiment quelque chose qui n'accepte plus, en fait. Ils veulent que ce soit vraiment les communautés qui déposent le dossier via une association, via voilà, un regroupement, en fait, que ce soit pas le fait d'une personne. Mais après, j'imagine qu'évidemment, tout le monde est libre de proposer quelque chose.
Mais il s'attache plutôt à avoir vraiment les communautés autour du savoir-faire qui vont déposer le dossier ensemble. C'est vrai que je n'ai pas montré sur les dossiers que j'ai montré en exemple, mais il y a généralement une association voilà, de chercheurs, les artisans qui sont associés, ça peut être les musées aussi, enfin, les musées de l'horlogerie qui s'est associé aussi. Enfin, généralement, c'est toutes les communautés ensemble en fait, qui viennent et qui disent c'est important pour nous, on dépose le dossier. D'accord, donc pas de nécessaire titre ou qualité pour déposer un dossier, Non. quelque chose Donc, d'assez. Ok, il faut juste que ce soit du patrimoine personnel, enfin, que ce bien soit en sûr. lien avec. Voilà, je sais pas. Très bien, très bien. Alors, on nous demande également dans le chat si les fiches des savoir-faire inscrits au patrimoine Oui, sont consultables librement par le grand oui, public. oui. Tout Oui. est sur les sites de. Il y a le site du ministère de la Culture. J'avais mis, je sais pas si vous voyez encore le PowerPoint, je peux vous remettre les. Alors, le Ouais, pouvoir enfin, toujours à l'image, mais oui, bah, enfin, c'est au début, en même temps, il faudrait que je repasse tout, mais en fait, oui, oui, tout est consultable, tout est consultable, tout est téléchargeable. À la fois sur les fiches de l'inventaire français, du coup, c'est pas forcément si facile à trouver, mais si vous tapez patrimoine culturel immatériel France, enfin, liste, surtout, vous allez trouver. Je trouve que c'est pas forcément toujours très intuitif dans leur site, mais il y a toutes les listes. Et sur l'UNESCO, on peut faire des recherches thématiques par pays. Après, sur l'UNESCO, la fiche est beaucoup plus synthétique. Ils axent plutôt sur la vidéo et la photo sur le site de l'UNESCO. Mais oui, oui. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est que ce soit public aussi, que ce soit consultable et que du coup, bah, ce soit, le pays montre les savoir-faire qu'il a inscrits ou son d'accord, patrimoine culturel immatériel. d'accord, d'accord. Alors, bah, merci pour cette réponse. Peut-être une autre question qui vient compléter le fait d'être agréé ou quelque chose comme ça. On Mhm. nous demande si, à titre individuel, on peut soutenir ce type de projet, même si on n'est pas une célébrité ou quelque. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Non, non, je disais par rapport aux lettres de. Ben, en fait, je peux. Enfin, je sais pas si je peux mettre, parce que j'avais mis mon adresse mail, s'il y a des gens qui ont envie d'envoyer justement aussi des mails de soutien ou en expliquant pourquoi c'est important pour eux. En fait, plus il y a ou parler de leur pratique, ou voilà, plus il y a de personnes personnes qui participent ou de personnes qui se sentent concernés, parce que même les usagers, en fait, peuvent être concernés par le timbre gravé en taille douce, étant donné que tout le monde utilise, enfin, tout le monde, presque tout le monde, on va dire, utilise un souvenir avec le timbre. Forcément, ça parle à tout à chacun. Et du coup, c'est important de prendre ça en compte aussi. Même voilà, même un usager, quelqu'un qui collectionne pas, quelqu'un qui grave pas, a quand même fait partie d'une certaine façon de la communauté en utilisant le timbre. A un rapport à une histoire, sa vie pour lui. Et c'est ça, enfin, c'est vraiment, c'est ça qui est important dans le patrimoine culturel immatériel, c'est vraiment de se rendre compte à quel point ça fait partie, enfin oui, ça doit faire partie des gens, mais oui, du coup, oui, bien sûr. Je pense que d'ailleurs, sur le site de l'association Art du timbre gravé, il y a le mail dédié à la recherche qu'on a mis en place. Il ne faut pas hésiter à envoyer des mails si voilà, vous voulez vous associer, partager, parler C'est de vos entendu. pratiques liées au timbre. C'est entendu. Alors, peut-être encore quelques questions, car il y en a encore Oui, quelques-unes. bien sûr, il n'y a pas de souci. Nous avons, Tant que ça marche, ah oui, tant que ça marche, on en profite. c'est ça. Euh, donc le dossier met en valeur le savoir-faire des graveurs d'aujourd'hui, hein, mais Oui. quelle est donc aussi la part des graveurs de timbres qui ont disparu, qui sont du coup décédés, je suppose. Est-ce Alors, qu'il y a une partie qui est demandée par le non. ministère? Quelles sont les données historiques, etc., etc. Alors, oula, je m'entends en écho. Ah, Non, pas de souci. Non, en fait, ça se base sur ce qui est surtout vivant. Il y a une partie historique, mais là, de tête comme ça, je ne saurais plus. On a parlé ici des graveurs historiques, mais c'est vrai que c'est surtout basé sur le patrimoine vivant. En fait, le patrimoine culturel immatériel est un patrimoine vivant qui se renouvelle et qui est basé sur des gens du coup, qui pratiquent au quotidien ou qui utilisent ça. Après, il y a, je vous disais, la partie 3, c'est une petite partie historique où du coup on explique l'évolution des timbres-poste, mais c'est assez succinct. C'est vraiment succinct. Il n'y a pas.
forcément l'objet en fait de l'affiche. L'affiche, c'est vraiment de rendre compte de ce qui se passe à l'heure actuelle avec du coup un positionnement historique, enfin quand même contextualisé un petit peu, mais c'est pas l'objet de ce dossier-là. Ok, très bien. Alors, nous, à notre échelle, au Musée de la Poste, on a également pas mal de pratiques sur le timbre. Oui, bien sûr, Nous-mêmes. mais il y a des parties sur le musée, j'en ai pas forcément parlé. D'accord. C'est vrai Allez-y. qu'on se demandait, voilà, dans la transmission, nous, on a des ateliers pédagogiques sur cette question. Oui. On souhaiterait savoir pourquoi ils ne sont pas évoqués ou peu. Alors, je suis passée très vite sur la transmission. Après, on a essayé de lister tout ce qui a pu, ce qu'on a identifié, mais en effet, on a peut-être pas listé tout ce que le musée fait. Dans ce cas-là, j'en suis complètement confuse, et c'est aussi l'occasion justement de rajouter des choses, honnêtement. C'est aussi pour ça que moi j'étais contente d'être invitée à faire cette conférence pour pouvoir présenter le dossier, et que si jamais des personnes regardent, disent peut-être ce serait bien de rajouter ceci ou cette pratique là, je pense que ce serait bien qu'elle y figure. Surtout, il ne faut pas hésiter à le dire et à nous en faire part, parce que l'idée c'est de le construire aussi ensemble. Mais je peux, alors sur l'apprentissage et la transmission, si on a parlé on parle du musée des institutions. Mais c'est vrai que je l'ai pas montré à l'image, et je suis passée très rapidement sur cette partie-là. Bon, on est rassuré alors. Oui. On participe activement à la transmission quand même de ce patrimoine immatériel. Évidemment. Et puis aussi pardon, il y a une partie sur le patrimoine immobilier et matériel, où évidemment le musée de la Poste, c'est plus que cité, on va dire, dans cette partie-là. Bon, alors formidable. Très bien. Petite plaisanterie évidemment, hein, mais quand même d'importance. Non, mais évidemment. Pas oublier que nous aussi on prêche un peu pour notre chapelle, Évidemment. au passage. Bien, eh bien, je fais un peu le tour des dernières questions. Oui. Je crois Après, c'est vrai que je suis passée assez rapidement sur certaines parties. Je me suis plus focalisée sur les parties où il y avait des photographies. Mais c'est vrai que le dossier, ce que je disais, il fait plus de 100 pages. Du coup, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément rentrée dans les détails. Et après, il est relisible, modifiable, avec des échanges avec le musée, il n'y a pas de problème. avec grand plaisir. Voilà. Alors, une demande un peu plus ciblée, tout Oui. de même. Est-ce qu'il est possible de venir faire une présentation de ce beau projet, ainsi qu'une interview à Philaposte Gentilly? Oui. Voilà, ok. Qui me contacte. Très bien. Bon, eh bien, Par la défi ou directement. Hein, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. le message est transmis. Souci. J'imagine qu'on peut tout à fait faire la passerelle assez facilement. Oui. N'hésitons pas à se contacter les uns les autres afin de pouvoir être mis en relation. Mais c'est ça aussi l'idée du PCI, de ce dossier, c'est vraiment aussi que toutes les communautés puissent discuter, se rendre compte qu'en fait elles ont des pratiques communes, et que c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous en fait. Ok. Voilà. Bon. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, que nous avons traité absolument toutes les questions. Si vous en avez encore quelques-unes qui vous restent, vous dans le chat, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis dessus, je suis les yeux dessus. Donc voilà. Si vous n'en avez pas, je me propose de vous remercier tous de votre attention. Je me propose de vous remercier de votre patience également, parce que vous êtes très 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 peu nombreux à être partis de cette soirée malgré les problèmes de connexion. Je vous en remercie. Je vous retrouve donc du coup la semaine prochaine, pas du tout, le 17 juin, pardon, excusez-moi, pour la conférence de Jean-Jacques Rabineau sur la gravure des Mariannes, le timbre d'usage courant. Alice, merci beaucoup. Merci Très beaucoup de m'avoir intéressant. invité, vraiment, mille merci. Donc effectivement, et on pourra éventuellement, nous, en tant qu'institution, continuer notre relation, puisque il apparaîtrait qu'on soit très motivé pour enrichir le dossier également. Voilà. Parfait, c'est Bon, super. merci à tous.
très bonne soirée et on espère à très bientôt, donc du coup, pour une nouvelle conférence.